1945. À seulement quelques heures du début de l'assaut final de l'armée rouge contre Berlin, Hitler émet sa dernière directive. Depuis le début de la Seconde Guerre mondiale, lorsque le leader allemand publia sa première directive, Hitler a émis un total de 74 directives au cours du conflit. Connues sous le nom de directive du Führer, ces instructions et plans stratégiques étaient rédigés par Adolf Hitler lui-même. Elles couvraient une large gamme de sujets, allant des directives détaillées aux unités militaires pendant la guerre, jusqu'à la gouvernance des territoires occupés et de leur population. Ces directives étaient entièrement contraignantes et devaient être suivies à la lettre, surpassant toute autre loi. Parmi les plus importantes avant d'arriver à la dernière, on trouve les suivantes. Tout d'abord, la directive numéro 1, émise le 30 et 1 août 1939, dans laquelle Hitler ordonna l'attaque contre la Pologne. Entre janvier et février 1940, la directive numéro 10 fut publiée, dans laquelle le leader allemand approuvait le plan jaune conçu par Manstein pour l'invasion future de la France. Le 11 juillet 1941, quelques semaines après le début de l'opération Barbarossa, Hitler rédigea la directive numéro 32, une directive notable dans laquelle il établissait comment les ressources de l'Union soviétique seraient utilisées après sa chute imminente. Le 8 décembre 1941, Hitler émit la directive numéro 39, ordonnant l'arrêt de toutes les actions offensives en Russie, suivie en mars 1942 par la directive numéro 40, ordonnant la construction de défenses sur la côte atlantique. Après les défaites continues sur le front de l'Est, Hitler fut contraint, en novembre 1943, d'émettre la directive numéro 51, où il ordonnait que la priorité soit donnée au front occidental, en prévision de l'imminente invasion alliée en France. Le 19 juillet 1944, juste un jour avant l'attentat contre lui, Hitler publia la directive numéro 58, dans laquelle il donnait des instructions pour la défense du territoire d'origine du Troisième Reich. Peu de temps après, en janvier 1944, Hitler rédigea la directive numéro 68, éliminant toute liberté de mouvement pour les commandants militaires. Désormais, toute action au niveau des bataillons ne pourrait être ordonnée sans son approbation. Cela nous amène aux directives sur lesquelles nous allons nous concentrer dans ce programme, à savoir les directives numéro 73 et 74, émises le 15 avril, quelques heures avant le début de l'offensive soviétique. En prévision de l'attaque imminente des Soviétiques, qui pourrait couper Hitler du reste de l'Allemagne, le 15 avril 1945, il émit sa directive numéro 73. Dans le cas où les communications terrestres seraient interrompues dans le centre de l'Allemagne, j'ordonne ce qui suit. Premièrement, dans la zone séparée où je ne suis pas présent, un commandant en chef désigné par moi dirigera toutes les opérations militaires et prendra le commandement de toutes les forces des 3 branches des forces armées dans la zone en question. Cela inclut les troupes présentes sur tous les fronts, de l'armée de réserve, des Waffen-SS, de la police et des autres organisations qui y sont rattachées. Deuxièmement, si je me trouve moi-même au sud des communications interrompues, l'amiral Dönitz sera nommé commandant en chef dans la zone nord. Il recevra un état-major d'opération aussi réduit que possible et devra nommer les nouveaux commandants en chef suivants. A. Commandant en chef du groupe d'armées Vistule, qui commandera le front oriental. B. Commandant en chef du nord-ouest, qui commandera le front occidental. C. Commandant des forces armées du Danemark. D. Commandant des forces armées de Norvège. E. Commandant en chef de la flotte aérienne du Reich. Troisième, si je me trouvais moi-même au nord des communications interrompues, le maréchal Albert Kesselring serait nommé commandant en chef dans la zone sud.
Sous son commandement seront les organismes suivants. A. Commandants en chef des groupes d'armées, Sud et Centre, pour le front oriental. B. Commandant en chef du groupe d'armées, G, pour tout le front occidental. C. Commandant en chef du Sud-Est. D. Commandant en chef du Sud-Ouest. E. Commandant en chef de la 6e flotte aérienne. 4e. Les commandants en chef désignés pour les zones séparées des paragraphes 2 et 3 assureront la défense générale du Reich dans leur zone, si nécessaire de manière indépendante, au cas où mes ordres et décisions, y compris par radio, ne leur parviendraient de pas à temps, en raison de la situation des communications. Ils sont personnellement responsables devant moi de l'emploi exhaustif de tout leur potentiel militaire, en étroite coopération avec le commissaire du Reich pour la défense de la zone séparée. En outre, dans la mesure où les communications le permettront, le contrôle unifié des opérations par moi-même, comme jusqu'à présent, ne sera pas altéré. En particulier, le devoir de fournir des rapports quotidiens ne sera pas affecté. Le haut commandement de la Luftwaffe et le Reichsführer SS, en tant qu'officier supérieur responsable des tâches militaires des Waffen-SS, seront informés des décisions aussi rapidement que le permettent les possibilités techniques de communication. Et voici la fin de la directive. Il convient de noter que lorsque Hermann Göring envoya son télégramme à Hitler, alors qu'il était encerclé à Berlin, les ordres pour que chaque commandant en chef agisse au cas où le leader allemand serait isolé avaient déjà été émis avec cette directive. C'est pourquoi son télégramme a été interprété comme une tentative de coup d'État. La directive suivante fut émise le 15 avril même, de manière complètement inhabituelle, et était la numéro 74. En la connaissant ou non, elle serait connue comme la dernière directive du leader allemand pendant la guerre, et il y écrivait ce qui suit. Soldats du front oriental allemand. Pour la dernière fois, nos ennemis mortels ont lancé leurs énormes forces à l'attaque. Leur objectif est de réduire l'Allemagne en ruine et d'exterminer notre peuple. Beaucoup d'entre vous, les soldats de l'Est, connaissent déjà le destin qui menace, surtout les femmes, les filles et les enfants allemands. Tandis que les vieillards et les enfants seront assassinés, les femmes et les filles seront réduites en prostituées de cantonnement. Le reste sera envoyé en Sibérie. Nous avons prévu cette offensive et depuis le mois de janvier, nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour construire des défenses solides face à l'odeur. L'ennemi sera accueilli par un feu d'artillerie massif. Les lacunes dans notre infanterie ont été comblées par d'innombrables nouvelles unités. Notre front est renforcé par des unités d'urgence, des unités récemment créées et par la Volkssturm. Cette fois, le bolchevique rencontrera le destin ancien de l'Asie. Il doit saigner devant la capitale du Reich allemand. Celui qui ne remplit pas son devoir en ce moment se comporte comme un traître à notre peuple. Le régiment ou la division qui abandonne sa position agit de manière si honteuse qu'il doit se sentir honteux devant les femmes et les enfants qui résistent à la terreur des bombardements dans nos villes. Avant tout, soyez vigilants contre les quelques officiers et soldats traîtres qui, pour préserver leur vie misérable, luttent contre nous sous-payés par les Russes, peut-être même en portant un uniforme allemand. Quiconque ordonne une retraite, à moins de bien le connaître personnellement, sera immédiatement arrêté et, si nécessaire, exécuté sur place, peu importe le rang qu'il peut avoir. Si chaque soldat du front oriental remplit son devoir dans les jours et les semaines à venir, la dernière offensive de l'Asie échouera. Berlin restera allemande, Vienne redeviendra allemande et l'Europe ne sera jamais russe. Formez une fraternité jurée pour défendre, non la conception vide d'une patrie, mais vos foyers, vos femmes, vos enfants et, avec eux, notre avenir. En ces heures, tout le peuple allemand vous regarde, mes combattants à l'Est, et espère seulement que, grâce à votre résolution et votre fanatisme, grâce à vos armes et sous votre direction, l'assaut bolchevique sera étouffé
dans une mare de sang. À ce moment, lorsque le destin a éliminé de la Terre le plus grand criminel de guerre de tous les temps, le tournant de cette guerre sera décidé. Voici la fin de la dernière directive de Hitler. Il est entendu que, lorsqu'il désigne le plus grand criminel de guerre de tous les temps, le leader allemand fait référence au président Roosevelt, récemment décédé. L'assaut final sur la capitale allemande commença quelques heures plus tard, dans la nuit du 16 avril. Là, sur les célèbres collines de Seelow, les 90 000 hommes de la 9e armée de Buss purent résister environ 3 jours avant que le front ne soit complètement ouvert. À partir de ce moment, Berlin commença à être encerclé par le premier et le deuxième front biélorusse des maréchaux Zhukov et Konev, respectivement, laissant complètement isolée la capitale les 23 et 24 avril. À l'intérieur, les derniers défenseurs de Berlin continuèrent à se battre dans un encerclement qui se réduisait à mesure que les heures passaient, jusqu'à ce qu'enfin Hitler soit contraint de se suicider le 30 avril. Indépendamment des directives, pendant les jours du 20 au 22 avril, Hitler élabora son dernier plan militaire pour sauver la situation à Berlin. Comme nous l'avons déjà analysé dans d'autres programmes, la stratégie était la suivante. Les unités du général Félix Steiner, désignées sous le nom de groupe d'armées Steiner, devaient attaquer vers le sud pour couper la pénétration de Zhukov par le nord. En même temps, les divisions du général Buss, appartenant à la 9e armée, qui étaient isolées au sud de Berlin dans la forêt de Halbe, devaient attaquer vers le nord pour se joindre à Steiner. Enfin, la 12e armée du général Wenck, située à l'ouest de Berlin, devait atteindre la ville pour briser le siège par l'ouest. Bien que ce plan paraît correct sur le papier, il était complètement irréalisable en raison de la faiblesse totale des dernières unités militaires allemandes. Ainsi, le dernier plan ordonné par Hitler n'a jamais été mis en œuvre. Eh bien, c'est tout pour ce programme. Je vous ai laissé dans la description 2 interviews sur la bataille de Berlin pour que vous puissiez continuer à les analyser. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et à dimanche prochain. À bientôt.